Je m'appelle Saulo Olmedo Evans, je viens du Panama, j'ai également grandi au Québec et je compte depuis environ une dizaine d'années. Je m'appelle Ilia Castro, je viens de l'Argentine et j'ai compté pour la première fois il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de contes. Et pour lancer la discussion, on a apporté 3 objets qui représentent les 3 sujets dont on va vous parler. Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du conte, un balado de la Maison des Arts de la Parole. Ilia Castro, ¿Qué tal? quel plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui pour discuter de tous ces objets merveilleux. Moi, j'en vois quelques-uns. Je ne sais pas trop c'est quoi que tu as apporté, là, mais j'ai hâte d'entendre ça. Et sans plus attendre, ben, je te présente une petite partie de ma récolte de maïs 2021. Donc, c'est un épi entier. Il est tout petit parce qu'il a poussé entre le trottoir et un terre-plein en face de chez nous, à Montréal. Et ce petit maïs rouge représente le conte pour moi parce que les contes, pour moi, c'est comme des semences. Donc, à chaque fois que tu écoutes une nouvelle histoire, c'est comme s'il y a quelque chose qui germe à l'intérieur de toi. Ça peut changer toute une vie. Les semences que je vais prendre de ce petit maïs rouge, je vais les semer cette année. Et les épis ils vont être différents de celui-là. Donc, dépendamment dans quelle oreille les contes tombent, dépendamment de la fertilité de l'imagination de la personne, bien, les contes se transforment. Puis c'est ça. Au Panama, en Amérique latine, le maïs est au sein de la culture, très important. J'imagine qu'en Argentine, vous utilisez aussi le maïs. Beaucoup, oui, pour beaucoup de repas traditionnels, comme le locro, riquísimo, et beaucoup au nord de l'Argentine. J'ai aussi une tante qui se dédie à cuisiner des mets folkloriques de maïs, de la friture, très grave. Au Panama, on dit qu'on a toute de la friture dans le sang parce qu'on n'utilise pas trop les fours, donc tout est frit, puis les gens adorent ça. Donc, c'est un déjeuner. La tortilla qui baigne dans l'huile, les hojaldres, empanadas, chorizo, tous des mets faits de maïs. Bollos, ça c'est fait à la vapeur par exemple. Ça ressemble à un tamal, mais c'est plutôt enrobé dans une feuille de palme. Donc c'est des recettes très ancestrales qu'on garde encore dans la famille, des recettes qui me font penser aussi à l'origine des peuples d'Amérique centrale. Donc, on raconte aussi que les gens sont faits de maïs, que Quetzalcoatl a sculpté les hommes et les femmes de maïs. Et c'est pour ça qu'on mange encore beaucoup de maïs aujourd'hui en Amérique latine, partout. Puis, je m'identifie beaucoup à ce maïs-là parce que il est aussi nomade. Donc, après que les Espagnols soient arrivés en Amérique, le maïs a commencé à voyager, pas juste sur le continent, mais dans d'autres continents où des gens se sont appropriés cet aliment-là, ils en ont fait des nouvelles recettes, ils ont fait des contes, des rituels autour de ce grain sacré. Puis c'est comme les histoires, hein, ça voyage, ça se transforme, c'est différent. Donc, ouais, ce maïs-là, c'est comme les histoires, il y a besoin un petit peu d'eau, un petit peu d'amour.
il nourrit pas nécessairement les estomacs parce qu'il est tout petit, mais il nourrit l'imagination. Moi, l'objet qui pour moi représente les contes, en tout cas, quand j'ai pensé à quel serait cet objet-là, et ça m'a catapulté immédiatement à mon enfance, et c'est ces vinyles, Los Cuentos de María Elena Walsh, un vinyle que j'ai entendu infiniment pendant des heures et des heures. Et c'est un disque avec des contes qui ont forgé mon imaginaire. Et c'était des contes avec une poésie, une fantaisie et magique, véritablement, et qu'il m'envoûtait complètement. Et je pouvais passer, comme je disais, des heures à partir dans mon imaginaire. C'est comme si c'était une voix berçante qui te tire de la main et t'extirpe du réel. Et là, tu flottes dans un état seconde infiniment, où tu ne vois plus le temps passer. C'est comme le temps est annulé. Et j'aimais tellement écouter ces contes-là qu'un jour, chez moi, tu sais, arrive le roi mage. Dans la période, genre le 6 janvier. Et puis, les 5 au soir, on laisse les souliers quelque part dans un espace choisi. Chez nous, c'était dans le salon. Le 6 janvier, en matinée, un 6 janvier de mon enfance, je me suis réveillée, je suis allée voir si le roi mage était arrivé. Et en rentrant dans le salon, c'était comme une forêt fantastique. Pour pouvoir rentrer, il fallait s'effrayer un chemin parce qu'il y avait des serpentines et des ballons partout. Et une fois que je rentrais, tous les meubles s'étaient déplacés. La table était à la place du sofa, le sofa était à la place du buffet, le buffet à la place de la bibliothèque. Et mes souliers n'étaient plus à la même place. C'était le roi mage qui était rentré, ils avaient fait Et pour dire que quand j'ai trouvé mes souliers, je les ai reconnus parce qu'à côté, il y avait un tourne-disque portable avec lequel je pouvais continuer à entendre infiniment ces disques-là. Et aussi, je voulais dire qu'en tant que matière, et je trouve que ces vinyles-là, c'est comme le terreau dans lequel mon imaginaire s'est forgé, tu vois, de voir les disques tourner et écouter. C'est comme si mon imaginaire et les graines que tu parlais de tes contes, pour moi, ils ont été sémés dans les sillons des ma terre. Et d'une certaine manière, la terre de mon enfance chez les contes, c'est vinyle. Mm. Mon deuxième objet, c'est cette petite pochette que j'ai tissée moi-même. Mais cette pochette ne m'appartient plus aujourd'hui parce que je l'ai donnée à ma mère. J'ai dû l'emprunter pour le tournage. Cet objet représente mon univers artistique parce que ça me rappelle mon temps d'étudiant à l'université de la vagabonderie. Dans cette université, ils te donnent juste ton diplôme quand tu meurs. Donc, je suis encore étudiant dans cette institution. Ça me rappelle tout mon vagabondage que j'ai fait pendant à peu près 10 ans alentour du monde, en Amérique latine. Je l'ai tissé quand je vivais au Brésil, il y a de ça peut-être 15 ans. Dans ce temps-là, j'étais un artisan musicien ambulant. Donc, pendant le jour, j'exposais mes pièces tissées de macramé sur les rues. Puis le soir, je jouais de la musique dans des autobus au Brésil avec un de mes amis qui jouait tous les grands classiques de George Ben.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez Georges Beng, mais si tu entends de ces chansons, c'est impossible de rester neutre, assis. Donc, c'était vraiment Sans danser? Ah oui, tout le monde dans les autobus où on jouait, là, se levait, dansait, puis j'exagère pas, là, c'était comme ça, on passait le chapeau à la fin, puis c'était la belle vie. Puis pendant tout ce périple, je portais cette petite pochette au cou. Puis sans même que j'ai besoin de chercher quoi que ce soit, j'entendais toutes sortes d'histoires, d'anecdotes. J'ai rencontré des conteurs. Et de toutes ces histoires que tu as accueillies et tout pendant tout ce temps-là, parce que je sais que tu fais du collectage aussi, quelles sont les histoires qui forgent un peu ta colonne des conteurs? Donc, ma grand-mère vient d'un village très éloigné au Panama, un village très ancien. Ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires de son village, des histoires folkloriques du Panama. Des anecdotes qui, pour elle, ne sont pas des histoires, c'est des choses qu'elle a vécues, qu'elle a vues. Mais à travers mes voyages, c'est ça, j'ai rencontré toutes sortes de conteurs. Je suis allé en Amazonie, dans une communauté quilombola. Ça, c'est les esclaves qui s'échappaient de l'esclavage puis qui allaient faire là. Donc, eux, ils ont toutes sortes d'histoires, de légendes. C'est comme si toute cette petite pochette se remplissait de contes et d'histoires. Et c'est encore aujourd'hui une de mes sources d'inspiration. Toutes ces expériences se sont infiltrées dans les... Sédentaires. Qui se sont tissés dans les contes que je raconte aujourd'hui. Ça me donne espoir que les rêves existent, que c'est possible, d'autres formes de vie, d'autres sortes de réalités. J'ai une certaine nostalgie de ce temps parce qu'aujourd'hui, je suis devenu plutôt sédentaire. Je vis à Montréal. J'ai un appartement depuis 2 ans. 2 ans, fini les valises, puis dormir sur le divan. Non, c'est une grande révolution pour moi. Beaucoup de... T'as dit évolution et révolution. Ouais, c'est ça. J'ai dit révolution, ouais, c'est ça. Mais on ne sait pas, hein? Tout est impermanent, donc on va voir. Peut-être que la route va me kidnapper à nouveau dans le futur. On verra. Alors, moi, mon objet, que ce n'est pas tout à fait un objet qui représente un peu plutôt ma démarche artistique, si on peut dire ça comme ça, j'ai choisi, regarde, du fleur de sel. Du sel. Du sel qui, pour moi, représente la mer. Et parce que... Moi, j'ai l'impression que je plonge avec tout mon corps dans la mer, je dirais, dans un milieu océanique où il y a un mouvement perpétuel. Et c'est les mouvements de la vie, disons, qui m'amènent, tu vois, de l'Argentine au Québec, du Québec en France, je reviens. Et c'est à travers ces bousculades, parfois des chocs, parfois des moments calmes, qui font émerger soit des histoires ou des choses qui s'imposent à moi à raconter. Et alors, je me sens dans le fond, je ressens comme deux mouvements, une intérieure, dans lequel je vais puiser en moi ce que je vis à ce moment-là, ou des choses que j'ai à dire, et alors qui émergent, et que, bon, à travers des lectures, je trouve ce que j'ai envie de dire, ou des lectures. Et après, il y a l'environnement, la vie, de ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Par exemple, c'est pas la même chose quand j'habitais en Argentine qu'ici, qu'en France. Et alors, c'est comme ça un peu qui pousse mes contes ou mes envies de dire
quelque chose en particulier ou des sujets qui me frappent, qui me happent. Mais je trouve ça intéressant, le sel, parce que dans beaucoup de superstitions, de mythes, de contes, c'est souvent un symbole de purification. Quand tu penses qu'il y a des mauvais esprits chez toi, tu vas lancer du sel partout. Si tu sens qu'il y a un mauvais esprit qui te suit, tu vas mettre du sel dans tes poches. Au Panama, on a une expression qu'on disait « ta salado », je suis salé. Ça veut dire que je suis malchanceux. Puis c'est pour ça que tous les nouvel an, les gens vont se baigner dans la mer pour s'enlever la malchance, le malheur avec le sel qui les purifie. Et aussi, je me disais, par exemple, les fleurs de sel, tu vas le racler, non? Alors, c'est ce que tu récoltes de la mer. Alors, la mer, c'est comme la marmite où des choses se passent, et après, ce que tu récoltes, ce sont les contes de ce qui s'est passé dans les profondeurs de la mer avec les monstres marins ou pas, et la vie. Et pour toi, ça serait quoi le sel de ta vie? Oh, le sel de ma vie. Quoi qui donne du sel, de la saveur? Justement, le sel, c'est quelque chose qui va faire oser, H-A-U-S-S-E, là, hausser les goûts, les rehausser, disons, ou qui va revivifier. Et je te dirais, je ne peux pas m'empêcher de te dire l'amour, et les voyages, les rencontres. En fait, tout ça fait des contes. En tout cas, moi, je peux te dire que tu mets du sel dans ma vie présentement. Oh. Merci. Merci. Alors, comme troisième objet, on a choisi comme sujet l'héritage culturel. Et j'ai choisi les matés, que c'est typiquement argentin, mais dans le fond, les matés, c'est un breuvage d'une plante qui pousse dans la forêt subtropicale au nord-est de l'Argentine, et genre en frontière avec le Brésil et le Paraguay. Donc, à chaque fois qu'on boit, on boit un peu de forêt, ce qui est pas mal pour se réveiller, principalement les matins. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est une calabaze. Donc, une calabaze, c'est un fruit qui pousse dans notre terre. Et si j'ai choisi cet objet, c'est aussi parce que les matés, moi, ça me lie immédiatement avec ma terre, avec son odeur, sa saveur. Quand je pense à l'Argentine, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que ça sent. Et cet objet-là, pour moi, représente. Et tout, ça vient éveiller, réveiller tous les sens que l'Argentine, cette terre lointaine, et aujourd'hui m'apporte ou me fait penser. Et après, ce qu'il y a de spécial avec les matés, c'est que quand on s'assoit à prendre un maté, il y a quelque chose qui se passe. D'abord dans la préparation, et on se pose. Et c'est un moment où il peut y avoir des confidences, des récits, des histoires. Et moi, j'ai connu ça en ville. Mais disons que dans les... Bon, j'habitais pas quand il y avait les Guaranis qui buvaient du maté. Mais dans les campagnes, on sait, dans l'époque des gauchos, autour du feu, c'est là qu'on se racontait des légendes, des contes, des récits, des choses de la vie quotidienne. Et c'est comme un moment où les temps... C'est un peu comme quand je te racontais par rapport au disque. Les temps, ils s'annulent. On rentre dans un autre espace-temps. Et même aujourd'hui, même si ce n'est pas un rite sacré,
quand on boit du maté, il y a quelque chose qui se pose. Et aussi, parce qu'on se disait en quoi cet objet, cet héritage culturel vient teinter nos contes. Pour moi, ça représente les Suds. Tout à l'heure, tu disais ces pays du Sud. Et dans le fond, oui, moi, je suis argentine, mais j'ai voyagé. Et je me rends compte que je suis surtout une latino-américaine, pas juste argentine. Je viens du Sud. Et ça, je les sens et je les porte en moi. Cet regard, une sensibilité autre. Et pour moi, ça représente le Sud, ma terre. Cette Amérique latine. En général, je suis inspirée par des auteurs qui viennent plutôt d'Amérique latine, en général, comme Cortázar, Monterroso, Julio Cortázar d'Argentine, Augusto Monterroso de Guatemala, et Eduardo Galeano d'Uruguay. C'est trois auteurs qui m'inspirent et qui ont un humour, une ironie, une fantaisie qui a la couleur du Sud, comme je disais tout à l'heure. Et autant par les sujets qu'ils abordent que par la manière dont ils racontaient. Bon, évidemment, moi, je les mets à ma sauce, non? Moi, je sais pas. Mon troisième objet, c'est mon chapeau. Au Panama, c'est une terre de chapeaux, donc on a environ 7 différents chapeaux. Dans les campagnes, les gens ils vont avoir au moins 3 chapeaux. Puis juste en regardant quelqu'un, juste en regardant son chapeau, tu peux savoir son état d'âme. Donc, s'il porte le chapeau comme ça, là, tu t'en es pas rendu compte. Mais depuis le début, moi, je t'offre mon respect. Oh, parce que la palette en arrière de mon chapeau est levée. Mais si je lève juste la palette d'en avant, comme ça veut dire que je suis content. Et si je lève les 2 palettes, ça veut dire que je cherche le trouble. Et si je descends les 2 palettes, ça veut dire que je suis triste. Donc, j'ai un enterrement, des funérailles, on baisse les 2 palettes. Puis si jamais tu t'approches de quelqu'un et tu fais tomber son chapeau intentionnellement, ça, c'est une déclaration de guerre. Ça va avoir des grands problèmes. Il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, je suis retourné au Panama. Moi, j'y vais peut-être tous les ans, mais je suis allé dans un endroit qui s'appelle Guararé. Donc, dans ce village, tout le monde porte encore des chapeaux. Ils sont tout le temps heureux, comme ça, le mode content. Et sous une véranda, il y avait un monsieur qui racontait des histoires. Donc, au Panama, on utilise un terme que vous connaissez peut-être en Argentine, c'est echar cuentos. Echar cuentos, si je le traduis, ça veut dire lancer des contes. Donc, c'est très vaste, mais dans ce echar cuentos, les gens vont se lever debout, ils vont raconter des anecdotes, des fois c'est drôle. Ce monsieur-là, qui s'appelle Tito Pito, lui, ses contes étaient accompagnés de jeux de mots et de décima. Donc la décima, c'est la 10e, c'est une sorte de poésie qui est organisée en 10 vers, qui s'utilise aussi en Argentine, au Mexique, un peu partout. Puis ce monsieur-là, autant que ma grand-mère, je lui disais souvent, toi, t'es une conteuse, cuentera. Elle n'a jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça voulait dire, ouais. Pour elle, c'était abstrait, ce terme-là. Pour elle, être conteur, c'est être humain. C'est être un être humain. Dans le temps, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tous ces éléments de distraction. Donc, c'était le conte qui était au centre des soirées de la communauté.
Moi, la première fois que j'ai entendu un conte, que quelqu'un me racontait quelque chose, c'était ma grand-mère. Quand ma grand-mère, elle venait nous visiter au Québec. Elle venait pas juste une semaine, là, elle restait comme 1 an, 2 ans avec nous. Puis tous les contes qu'elle me racontait, c'était en lien avec son village. Donc, par la suite, ça a éveillé une grande curiosité en moi. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de collectes avec ma grand-mère, qui est malheureusement décédée il y a comme 6 mois. Mais dans les 10 dernières années, je l'ai beaucoup filmé, enregistré. Les sœurs de ma grand-mère aussi, pour confirmer les versions de leurs histoires. Donc, tous ces anecdotes de notre famille qui se tressent entre légendes et faits vécus. Puis des fois, tu sais, faut même pas que j'en rajoute, là. C'est déjà tellement tout magique. Je me dis, waouh, quelle chance, non? Donc oui, en effet, ça t'aime beaucoup les histoires que je raconte, un peu comme toi aussi. Pas uniquement du Panama, d'Amérique latine en général, les contes ancestraux de création qu'on a, mais aussi des contes du monde. Tu sais, je suis un citoyen du monde, tu sais, j'ai voyagé un peu partout. Donc, si j'aime une histoire, bien, je la raconte. Moi, j'ai connu le conte de cette manière-là, ici à Sherbrooke, il y a une vingtaine d'années. Et je ne connaissais pas de manière professionnelle les contes sur scène, disons. Les contes, légendes, des récits. Et ça existe, mais de manière informelle. Je le connaissais de cette manière-là, informelle en Argentine. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça s'est professionnalisé, il y a les narradores orales et tout. Mais sur scène et en racontant des histoires, c'est ici. Et au départ, oui, on m'a invité à conter en espagnol d'abord. Et oui, je suis allée puiser dans ce que je connaissais déjà, et c'est dans la littérature. Au Panama, on a eu un conteur professionnel il y a peut-être 100 ans de ça. Et c'était un paysan qui aimait raconter des histoires. Puis là, tous les autres paysans, ils disaient, regarde, attends un peu, là, toi, va plus travailler dans les champs avec les vaches, le maïs, la canne à sucre. Reste chez toi, puis invente-nous des histoires tous les soirs. Fait que là, ce monsieur-là, tous les soirs, il comptait pour toute la communauté. Puis il s'inspirait pas seulement des contes du Panama, tout ce qui lui passait sous la main, là, des livres d'Égypte, la mythologie grecque, il s'en allait partout parce que là, il fallait qu'il trouve du matériel tous les soirs, sinon il retournait au champ. Même ce monsieur-là, tu sais, conteur, on utilise beaucoup le terme narradores, que tu connais. En Argentine aussi. Ouais, donc, on parle de narradores. En français, c'est narrateur, mais ça fait comme pas de sens pour un conteur. Cuentacuentos. Cuentistas. Cuentistas. Cuentero. Mais en Argentine, los cuentistas, c'est plus les écrivains qui écrivent des contes, qu'ici et en France, ça n'existe pas trop. On parle plus de petites nouvelles ou de courtes nouvelles. Les contes dans la littérature, c'est comme si ce n'était pas la même chose que les contes traditionnels, non? Qu'on entend. Ouais, on a aussi une formule qui s'appelle le chicuento. Ah, ça je connais pas. Chicuento, c'est chiste, c'est une blague. Cuento, c'est un conte. Ouais. Oui, parce que cuentero, ça veut dire des gens qui racontent des menteries. Oui, en fait, c'est ça, c'est un synonyme. Ouais. Si tu racontes les enfants, ils racontent des mensonges. Ah, toi, t'es un cuentero, t'es un menteur. Ouais. Il y a comme un doute, là. Si la personne, le cuentero, est-ce qu'il raconte, c'est vrai ou c'est des mensonges? Donc, il y a tous ces termes-là. Chaque personne s'identifie à un terme différent. Moi, j'ai certains collègues au Panama que eux, c'est des narradores. Ils veulent rien savoir de cuentacuentos, oui, c'est ça, cuenteros. cuentacuentos. C'est comme, non, nous, on n'a rien à voir avec ça.
Moi, je me sens plus identifiée comme cuentacuentos. Ouais, moi aussi, j'aime mieux ce mot-là. Cuentacuento, cuentero aussi. Je trouve. Cuentero, pour moi, c'est quelqu'un qui raconte des menteries. Mhm. Ah, mais des fois, ça fait partie du métier. Oui, oui, bien sûr, mais... oui, mais juste des menteries. Ouais, Moi. ouais. Mais il y a eu un renouveau du conte aussi en Amérique latine où c'est un Cubain, un acteur qui a créé une technique qui s'appelle narration orale escénica. Il a donné des ateliers partout en Amérique latine et c'est devenu une référence. Mais au Panama, il y a ces deux scènes de contes, là, donc tu as les gens qui sont sur les scènes et tu as des personnes comme Tito Pito qui porte encore son chapeau, qui raconte, il ne vit pas nécessairement de ça, mais il nourrit l'imaginaire de la communauté. Mais en ville, c'est très différent parce que les gens, ils ne portent plus vraiment le chapeau. Comme une certaine honte à ça. C'est comme, oh, t'identifies un habitant du Panama. Comme un paysan? Chola, ouais, un paysan, on veut pas. Dans ma famille, moi, mon père, mon grand-père, ils portaient le chapeau à un certain moment dans leur vie, puis avec le temps, ils ont changé ça pour la casquette de baseball. La casquette de baseball. Donc, moi, je me suis réapproprié de mon chapeau et je le porte fièrement. Je t'ai apporté un petit cadeau ici. Waouh! J'ai une minuscule semence de maïs rouge qui a poussé sur mon trottoir que je te donne. Oh, merci pour que beaucoup. tu puisses la planter dans ton jardin. Mais moi, en même temps, du coup, je vais te offrir un petit peu de sel, du fleur de sel de la dernière mer où je suis allée, à l'île de l'Oléron en France. Wow. Il vient de là-bas. Merci.